Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, goûter de réhab organisé par le CREAPS des Pays de la Loire, qui est un cycle de visioconférences débat qui est aujourd'hui qui est dédié à la question de l'entente de voix et des différentes modalités d'accompagnement de la question de l'entente de voix. Mais Yves-Antoine va pouvoir préciser, juste peut-être vous préciser que ce goûter étant enregistré pour partie, on vous demande bien de couper vos caméras et vos micros tout au long de la conférence. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, vous pouvez réagir, surtout n'hésitez pas, au contraire, c'est très confortable pour nous que vous nous donniez votre avis sur le chat qui est en bas de votre écran. Vous avez un petit chat, vous pouvez écrire et vous nous posez toutes vos questions. Voilà, je laisse la parole à Yves-Antoine qui va nous présenter les différents intervenants. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, il a écouté de la réhab sur l'entente de voix. Donc déjà un petit point avant de présenter les intervenants et le déroulé des goûters de la réhab sur les hallucinations auditives et ce qu'on entend par hallucination auditive. Selon Bloom, elles sont définies comme la perception de voix durant des périodes d'éveil en l'absence de sources externes. Il faut également savoir que l'entente de voix n'est pas exclusivement réservée aux personnes qui vivent avec un trouble psychiatrique, que c'est un phénomène qui est de plus en plus connu selon la littérature dans la population générale. Il y a une prévalence de 6 à 15% de la population. Et que cette expérience provoque différents sentiments tels que la surprise, la honte, la frayeur, et ce qui impacte de façon négative la qualité de vie des entendeurs de voix. Et la littérature scientifique identifie cela par l'accroissement de l'anxiété, de la dépression, et aussi par le phénomène de stigmatisation, d'autostigmatisation en lien avec les représentations sociales associées à l'entente de voix. Euh, voilà, la problématique n'est pas tant l'entente de voix en tant que telle, mais la souffrance associée. À ce jour, les traitements médicamenteux ont une efficacité relative selon la littérature scientifique et il y a des stratégies thérapeutiques non médicamenteuses qui se développent pour aider les entendeurs en ciblant les croyances associées aux voix, la souffrance et l'impact de celles-ci. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons choisi de mettre en avant deux types de programmes. Le programme Eden Formation, qui vous sera présenté par l'équipe de Lyon. Cette présentation commencera par la projection d'une vidéo qui présentera le programme pendant une dizaine, quinzaine de minutes et ensuite permettra un échange par rapport à vos questions en lien avec la vidéo. Et ensuite par le programme Accept Voices avec une présentation d'un retour d'expérience de l'équipe de Cholet sur l'animation de ce programme. Et à 16h30, il y aura Thomas Langlois qui porte ce programme au niveau national, qui viendra faire une présentation un peu plus spécifique sur le programme d'Access Voices. Passer la parole à Philippe et Léa qui vont nous faire un retour d'expérience du programme Accept Voices. Rien ne vous empêche de poser des questions et de pouvoir intervenir si vous le souhaitez ensuite. Ok. Philippe, Léa, à vous. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. On va se présenter rapidement. Oui. Moi, Philippe Moubèche, infirmier, donc je suis mi-temps au CREPSI, qui est le Centre ressources de handicap psychique, et mon autre mi-temps, donc, à Réagir, qui est une équipe mobile de soins de réhabilitation psychosociale, soutien à l'établissement en santé mentale à Cholet. Et donc, Léa Porte, donc moi je suis psychologue sur l'équipe mobile Réagir également à 60%, et puis j'ai un autre temps sur le centre médico-psychologique de Cholet. Et j'ai donc co-animé l'atelier avec Philippe. Ouais, donc on va vous faire un petit retour d'expérience de ces deux sessions. On va essayer de partager l'écran. C'est bon, vous voyez? C'est bon. Ouais, c'est bon, Ok. c'est bon. Celui-là peut-être. Non. Non. Ah, alors attends, on n'a pas la main sur le... Vous n'aurez que la slide de présentation. Ah, c'est bon. Donc du coup, on a fait une première session. Alors, je vais juste bouger ça parce que ça va me gêner.
du 14 octobre au 23 décembre 2024. Donc, on avait 5 participants. Et puis, on a fait une deuxième session là, du 7 avril au 19 mai 2025. Toujours, on avait 5 participants. Hop. Alors, une petite présentation des 6 séances qui sont proposées dans le programme. Donc, on a cette première séance, j'apprends à connaître les voix. Donc là, on est vraiment sur un recueil des représentations en fait, des participants autour des voix. On va aborder aussi les données épidémiologiques, vraiment dans l'idée de normaliser l'expérience. On va parler aussi de la phénoménologie des voix, donc quelle forme elles prennent, est-ce que c'est une voix féminine, masculine, où est-ce qu'elle se situe, est-ce que c'est interne, externe, à distance, proche. Enfin, on va vraiment ouvrir un espace d'échange à ce sujet-là. Et puis on aborde aussi les causes des voix, alors toujours dans un style non confrontationnel. D'ailleurs, c'est vraiment le style de l'atelier de manière générale. On est vraiment dans quelque chose de non confrontationnel. Et puis dans cette séance-là, on utilise des outils un peu divers et variés, le paperboard pour faire le brainstorming sur les représentations, un jeu de cartes, enfin voilà, des choses assez variées. Une silhouette pour localiser aussi l'origine des voix. Où est-ce que les gens entendent les voix? Est-ce que c'est dans la tête, autour de la tête, dans les oreilles, ailleurs? Et c'est eux-mêmes qui situent donc l'entente de voix sur leur silhouette. Après, on a la séance 2. Donc là, on arrive sur les stratégies pour gérer les voix. Donc, on va commencer avec une présentation du modèle vulnérabilité-stress. On aborde aussi le modèle de la conscience de soi. Donc, juste une petite précision peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément en tête le modèle, mais on est sur une hypothèse qui serait qu'on a un défaut de self-monitoring qui fait que le monologue intérieur est perçu en fait comme une voix extérieure. Donc, on aborde tout ça, on explique avec des dessins, des schémas. On s'adapte aussi aux besoins du groupe, parce que ça peut varier en fonction de la constitution des participants. On fait une petite introduction à la pleine conscience, un petit exercice de pratique. Et puis ensuite, on fait un point sur les stratégies spontanées, c'est-à-dire les stratégies qui sont déjà pratiquées en fait, par les participants, qui a quoi comme stratégie, en quoi c'est aidant ou pas. Et puis, du coup, ça permet déjà aux participants d'entendre aussi d'autres idées de stratégie, peut-être auxquelles ils n'ont pas forcément pensé. Et puis, on leur demande à ce moment-là de repartir avec une stratégie, de choisir en fait une stratégie à tester pour la fois d'après. Et donc, on arrive à la séance 3, où là, du coup, on fait un petit point, savoir si la stratégie a pu être testée ou pas, est-ce que ça a eu un impact, lequel. On aborde aussi à ce moment-là l'acceptation des voix. Avec l'idée en fait que lutter, peut-être ça peut accentuer. Donc, en tout cas, on ouvre l'espace d'échange à ce sujet-là. Et puis, on pratique des nouvelles stratégies. Donc, sur cette séance, on est sur la marche contemplative et puis l'ancrage par la respiration ventrale. Donc, on pratique vraiment en groupe, puis on fait un retour sur l'expérience. Après, on arrive à la 4e séance, donc toujours autour des stratégies. Donc là, on pratique un exercice de diffusion-désobéissance. L'idée, c'est que les participants vont vraiment être dans le concret et puis pouvoir expérimenter ce que ça produit ou pas sur les voix et puis faire des parallèles, du coup, peut-être. Et puis après, on donne une liste ou des éléments complémentaires sur des stratégies qui sont redonnées comme pouvant être, en tout cas, efficaces par des personnes qui entendent des voix. Donc, les participants, en fait, repartent avec cette liste. Ouais, plus les expériences des autres, parce que les séances 3 et 4, c'est comme c'est un échange de stratégies connues ou pratiquées. Ça permet à chacun de s'enrichir un peu et enrichir sa propre pratique et en plus ses propres tests. Quelquefois, c'est l'occasion de dire, moi j'ai testé, c'est pas dangereux, parce que beaucoup de gens savent à peu près, on leur apprend pas forcément des stratégies innovantes, mais simplement, ils n'osent pas forcément les pratiquer dans leur quotidien. Oui. Surtout la façon de comment on peut s'adresser à ses voix, quoi. Est-ce que je m'adresse à mes voix? Est-ce que j'ose m'adresser à mes voix? Et comment je peux m'adresser à mes voix? Et partager ça avec les autres, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis, je crois que parfois, c'est vrai qu'on a eu des personnes qui vivent depuis 15, 20 ans, si ce n'est plus, avec l'entente de voix. Et même de conscientiser, en fait, que oui, on a des stratégies déjà. C'est-à-dire qu'on ouvre l'espace de réflexion, on a des gens qui peut-être n'ont pas forcément réalisé qu'ils utilisaient déjà des stratégies et des choses. Donc, voilà. Après, donc, sur la séance 5, on est autour de la médication et des habitudes de vie. Donc là, sur cette séance, on fait intervenir une infirmière en pratique avancée.
Voilà, on aborde le fonctionnement du cerveau, le système dopaminergique, en quoi les traitements médicamenteux vont agir sur ce système, ce que ça peut apporter. Et puis, c'est l'idée aussi pour les participants de parler de leur traitement, des éventuels effets positifs ou désagréables, les effets secondaires. Enfin, c'est vraiment à ce moment-là qu'on aborde ça. Et puis, il y a toutes les habitudes de vie. Donc, on fait le point sur sommeil, alimentation, consommation de substances et les effets que ça peut avoir ou pas, selon eux, sur le phénomène d'entente de voix. Et puis, on finit du coup sur la séance 6, donc parler de mes voix et s'engager dans les projets. Donc là, on va d'abord faire un point avec eux sur, déjà, est-ce qu'ils ont pu, eux, déjà parler de leur voix? Si oui, à qui et comment ils s'y sont pris? Est-ce qu'il y a eu des difficultés dans cette étape-là? Auquel cas, on peut utiliser le jeu de rôle à ce moment-là pour pratiquer, s'il y a une personne qui en ressent le besoin. Et puis ensuite, on va donner une liste en fait du réseau des personnes ressources sur le territoire que les personnes vont pouvoir solliciter, vont repartir vraiment avec cette liste. Et puis on a fait aussi intervenir le réseau Rêve en visio pendant l'atelier aussi pour présenter en fait les groupes Rêve, enfin le groupe Rêve. Et puis c'est aussi l'occasion à chacun, je crois, à chaque participant de s'exprimer justement par rapport à ça, parce que parler de mes voix, c'est pas forcément c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et c'est l'occasion pour chacun de s'exprimer et de voir un peu quelle place prennent les voix dans la vie. Et est-ce que, par exemple, moi, je n'en parle pas parce que j'ai pas envie d'en parler, ou j'en parle pas parce que c'est difficile d'en parler. Donc, c'est un petit peu un moment d'échange qui est assez intéressant. Ça permet à chacun de s'exprimer, de casser des barrières quelquefois, ou alors des idées reçues qu'on peut avoir justement sur le risque qu'on prend. Et si on ne le prend pas, est-ce que c'est parce qu'on a vraiment choisi de ne pas le prendre, ou parce qu'on subit un peu la pression aussi de l'extérieur et le jugement des autres par rapport à l'entente de voix? Sur cette séance, on a aussi l'apport sur les valeurs. Donc, c'est l'idée de diffuser aussi le fait que même si on vit cette entente de voix, on peut aller vers nos projets, s'engager. Donc, on fait tout un travail autour des valeurs, on redéfinit ce que c'est une valeur. Les participants choisissent une valeur qui est très importante et on essaye de réfléchir en groupe sur les actions concrètes qui peuvent être mises en place par la suite après le groupe pour aller en fait en direction de ça. Voilà pour la présentation des 6 séances. Alors, on avait réalisé un petit flyer supplémentaire. Alors, je reviens un peu en arrière. Là, en fait, ce que vous voyez, c'est le flyer qui a été donné par Thomas Langlois. Mais on a fait un truc un peu plus détaillé aussi, en partie aussi pour les professionnels du pôle, pour que ce soit plus facile dans l'indication. Et qu'ils puissent en parler aussi en parler, en participant. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, mais les séances, elles ont une durée qui est variable d'1h30 à 2h. Ça dépend des séances. Et on est sur un rythme hebdomadaire toutes les semaines. Maintenant, on va parler un petit peu de l'organisation et comment justement les participants peuvent arriver au programme Accept Voices. Nous, on a diffusé donc un flyer et en général, quand on décide d'une session, eh bien, on fait une ouverture d'inscription. C'est-à-dire que nous, on va aller en parler aux principaux partenaires qu'on peut avoir dans le soin ou dans l'accompagnement, et puis aussi dans tous les lieux d'accueil pour que les participants eux-mêmes puissent déterminer, déjà avoir connaissance du programme et savoir si ça peut leur correspondre, est-ce que ça peut les aider, parce que le mode d'arrivée au programme, il n'y a pas d'indication forcément ou de prescription médicale, et c'est simplement, ça peut être l'usager lui-même qui fait la demande, parce qu'il trouve ça intéressant, il pense que ça peut l'aider et au moins il a envie de tester. Ça peut être des collègues infirmiers, ça peut être des psychiatres, des infirmiers IPA qui, lors des consultations ou des suivis, peuvent penser que ça peut être intéressé. Donc, des psychologues, on a eu aussi. Qui nous envoient. Ou alors des personnes extérieures qui ont connaissance du programme et qui ont aussi peuvent donner l'info aux usagers. Donc après, une fois qu'on a donc ouvert ces inscriptions, on va essayer, parce que je pense que le groupe ne doit pas dépasser 6 participants.
pour, je pense, avoir une cohésion dans le groupe et puis garder une liberté d'expression sans que ce soit très, très lourd pour chaque participant, parce que parler de ses voix, ce n'est pas forcément un exercice facile, hein. Donc, il y a des gens qui les vivent depuis très, très longtemps avec une espèce d'omerta autour de tout ça. Donc, c'est compliqué pour eux d'en parler. Et je pense qu'un groupe un peu petit et plutôt cohérent peut aider plus facilement à l'expression. Et là, nous, on va constituer un groupe, hein, de 6 participants en donnant les dates. Alors, comme on a vu, hein, c'est vrai que normalement, le programme doit être toutes les semaines pour avoir une espèce de régularité et surtout d'entraînement aux techniques qui ont été présentées. Mais nous, dans les 2 sessions qu'on a fait, on n'a pas réussi à respecter cette fréquence. On a eu des interruptions et donc finalement, ça s'est passé sur un peu plus de temps que 6 semaines. Et on verra tout à l'heure un petit peu ce qu'on en a pensé de cet étalement des séances. Après, nous, on peut solliciter donc d'autres intervenants, hein, comme pour les séances 5, 6, mais pas seulement, hein. On pourrait aussi, tout au long des séances, si on pense que ça peut être aidant, de solliciter des professionnels qui peuvent venir présenter des techniques, hein. Et après, donc, après cette constitution de groupe, on a un temps d'évaluation pré-programme qui se fait déjà lors d'un entretien, avec une grille d'entretien que nous, on a construite avec une information sur le programme. Et il y a la grille d'évaluation PsyRATS, mais on a conservé que la partie entente de voix et pas la partie délire. La grille VAS, et puis aussi la création d'un outil donc, qui va mesurer un petit peu comme une photographie pré- et post-programme. Alors, je vais voir si je peux afficher le document. Non, on est là. Attendez. Je ne suis pas sûre. Vous allez me dire si vous voyez le document. Oui, on voit les documents. Ouais, qu'on a construit. Ce temps d'évaluation, je pense qu'il est hyper important parce que nous, on ne l'avait pas forcément mesuré comme ça au tout début. Et je pense que c'est vraiment là où la personne, elle s'inscrit dans le programme et où elle peut vraiment déterminer des objectifs personnels. Pourquoi elle a envie de participer à ce programme? Il y a des gens, ça va être plutôt pour en savoir plus sur les voix. Il y a des gens, ça va plutôt pour être plus à l'aise pour en parler, donc avoir une meilleure connaissance, une meilleure appréhension du phénomène. Il y a des gens, ça va être pour partager avec d'autres et ne pas me sentir seul avec ce phénomène. Donc, ce temps d'évaluation pré-programme, il est, à mon sens, très, très important. C'est un temps vraiment d'expression. Donc, voilà, au niveau de la préparation et puis de ce que nous, on peut proposer avant le programme. Et après, donc, on donne évidemment à tous les participants les dates, les lieux, voilà, comme n'importe quel programme qu'on peut proposer aux usagers. Je suis en train d'essayer de revenir sur mon document que je n'arrive plus à récupérer. Je vais attendre un peu. Tu l'as pas en bas? Alors. Quel suspense! Non, mince. Désolée pour le petit problème technique. Je vais chanter une chanson, je peux faire quelque chose, des marionnettes. Non, c'est bon. Donc voilà, donc pour un peu l'organisation du programme. Après, on a fait un petit retour un peu sur la petite expérience des 2 sessions avec ce que nous, on a ressenti, nous, en tant qu'animateurs du programme, mais aussi dans les bilans post et les retours qu'ont fait les participants quant à la façon dont ils ont vécu ce programme. Donc, elle a fait une petite liste de plus de ce que nous, on a pensé. C'était offrir surtout un espace d'expression et offrir un espace de partage d'expérience. Donc ça, c'est plutôt dans l'axe déstigmatisation de l'entente de voix. C'est vrai que je te coupe, Ouais, on avait du coup, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui des fois sont 10, 15 ans avec cette expérience d'entente de voix et qui en fait, on se rend compte, en tout cas sur les participants qu'on a eus, n'ont jamais bénéficié d'un espace et d'un temps pour en parler, quoi. Donc ouais, ça c'est quand même vachement important.
Et je pense que aussi, nous, on l'a bien testé aussi, c'est que la parole s'est vraiment libérée, était beaucoup plus facile et les gens parlaient de leur voix et de l'entente de leur voix comme d'un phénomène beaucoup moins gênant ou douloureux à vivre au fur et à mesure des sessions de, comment ça s'appelle, du programme. Oui, ce qui est beaucoup ressorti, c'est on se sent moins seul, quoi. Ouais, c'est ça. Et on a au moins on a la possibilité d'en parler parce que au moins tous les participants l'ont dit, hein, il n'y a pas autant de lieux que ça où les gens peuvent exprimer justement ce phénomène d'entente de voix, peuvent en parler librement, sans jugement, et surtout avec des personnes qui vivent le même phénomène. Après, un autre plus qui était, c'était connaître et partager des stratégies. Ça, c'est intéressant aussi. Pour que les gens, parce qu'il n'y a pas que la partie psychoéducative, avoir connaître le phénomène des voix, où est-ce que ça se situe, comment ça marche, mais il y a aussi, qu'est-ce que je fais, moi, dans mon rôle propre, pour justement essayer que ces voix soient le moins gênantes dans la poursuite de mes projets, dans la poursuite de ma vie. C'est comme l'a dit Yves-Antoine tout à l'heure, hein, c'est pour moi, il y a Access Voices vraiment un programme qui rentre vraiment complètement dans une démarche de soutien à rétablissement. Parce qu'il y a vraiment toutes les caractéristiques, les déterminants du rétablissement, hein, à savoir une redéfinition identitaire. Et là, c'est une redéfinition identitaire avec les voix. Hein, l'objectif n'est absolument pas de faire disparaître les voix, hein, mais simplement de poursuivre ses projets, sa vie et son cursus avec les voix. Après, un plus aussi, c'est tester des nouvelles stratégies. Et donc là, c'est se donner la peine de vouloir essayer d'autres stratégies. Ça veut dire aussi écouter les autres. C'est-à-dire que les autres participants ont aussi peut-être développé des stratégies propres et qui fonctionnent pour eux. Donc, à la limite, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour eux aussi. Et puis aussi, donner accès à la connaissance et à la compréhension du phénomène des voix. Parce que pour pas mal d'entre eux, c'était quelque chose qui n'était pas aussi évident que ça. Ils en savaient très, très, très peu de choses. Parce qu'ils n'ont jamais peut-être, mais ça c'est lié, hein, comme ils n'osaient pas en parler, eh bien, ils n'avaient pas forcément accès à de l'information par rapport à ça. Donc voilà pour les plus. Les petits points de vigilance que nous, on a pu voir dans ce programme, importance de l'évaluation pré-programme. Et ça, on l'a dit, c'est vraiment pas une formalité, hein, c'est vraiment là où les gens peuvent exprimer mais pourquoi je fais cet atelier et qu'est-ce que je cherche dans cet atelier. Et là, on est vraiment dans les voix, quelle place elles prennent dans ma vie. Et justement, comme c'est quelque chose d'important, eh bien, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Importance de l'appropriation du livret participant, parce que dans ce programme, il y a un livret participant. Et c'est, je pense, important que les participants puissent se l'approprier comme un outil personnel où ils peuvent noter des choses, où ils peuvent vraiment suivre leur progression, leur ressenti par rapport à ce programme et par rapport à la façon dont ils peuvent le vivre, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on a dit que quelquefois, les gens arrivent mais sans le livret, ils l'ont, mais ils ne l'ont pas ouvert, les travaux, par exemple, intercession, n'ont pas été faits. Bon, ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas des devoirs, hein, mais simplement, on sent que c'est là qu'on peut mesurer aussi l'intérêt et l'investissement des personnes. Mais aussi peut-être que ça tient dans l'animation aussi, enfin, c'est ce qu'on se disait nous, à nous aussi de porter ce truc-là, quoi. Ouais. Donc, une attention particulière au timing, parce que c'est vrai que nous, on a noté que les séances étaient beaucoup trop espacées. Et ça, ce n'était pas de notre fait à nous, hein, les absences des uns, des autres, il y a eu des fériés, enfin bon, Et du coup, il n'y avait pas, c'est un peu plus compliqué de créer une dynamique quand le programme s'étale un peu dans le temps. Et il y avait aussi le timing au sein des séances, puisqu'on a des séances qui sont aussi un peu plus denses que d'autres. Et au départ, on n'avait pas trop fonctionné en se répartissant l'animation. Puis finalement, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on se répartisse les points pour être plus efficace, parce qu'on est quand même dans un style non confrontationnel. L'idée, c'est pas de bousculer les gens. Et en même temps, il faut quand même tenir, entre guillemets, son programme. Donc, il y a un point de vigilance autour de ça. Ouais. Après, quelque chose qu'on a vu au niveau, qu'on a observé aussi, c'est au niveau du transfert de compétences acquises dans le quotidien. Lors de l'évaluation post-programme, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment... C'est important. C'est un temps où les gens vont partager pendant ce programme-là. Mais c'est vrai qu'après, si on veut qu'il soit utile dans leur quotidien, il faut justement permettre et encourager ce transfert de compétences acquises. Et là, c'est vraiment un travail
assez dense au niveau du suivi. Et on a quelques petites pistes qu'on va vous donner à la fin. Comment justement on peut maintenir cette dynamique et surtout qu'il y ait un suivi post-programme, que ce ne soit pas le programme, quelque chose qui soit one-shot, dont on fait nos 6 séances et après, hop, non, mais plutôt, qu'est-ce qu'on fait de ça, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a testé, de ce qu'on a expérimenté, comment on peut l'utiliser dans son quotidien. Donc après, je pense qu'on a dû le noter dans la slide suivante. Je peux passer à la suivante parce que ça, on l'a dit. Ouais. Donc là, on a fait un petit point sur effectivement les perspectives. Donc ça rejoint un petit peu ce que disait Philippe sur le transfert de compétences. Donc on s'est interrogé, nous, sur la mise en place d'un suivi individuel ou un relais avec le suivi individuel qui est déjà en place. Un peu aussi, on se questionnait sur le modèle practice partner. Les suivis infirmiers CMP qui peuvent être des ressources, suivi psychologue, voilà. Et puis après, on avait pensé aussi à éventuellement la création en fait d'un espace, un groupe de parole où les gens pourraient, parce que c'est pas non plus une obligation, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui ne souhaiteront pas investir, mais c'est de pouvoir donner en fait la possibilité aux gens de s'en saisir en fait. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste one shot l'atelier de groupe, mais on a la possibilité de revenir, de discuter aussi, de continuer en fait à maintenir ça dans le temps, quoi. Et pourquoi pas un groupe d'ailleurs qui serait porté aussi bien co-animé ou animé d'ailleurs par des usagers eux-mêmes. C'est un peu l'idée qu'on avait eue après ces deux expériences. Alors oui, au sujet des indications, on s'était dit que ça pouvait peut-être être intéressant d'avoir un outil qui aidait vraiment, c'était aussi ce qui était remonté par les IPA et d'autres collègues, qui permettent vraiment de distinguer idées délirantes et hallucinations. Alors, comme ça paraît peut-être un peu évident, mais au final, on s'est aperçu que c'était dans les indications pas toujours si clair et qu'on pouvait avoir des gens qui avaient les deux. Et on a eu le cas d'une personne qui avait des idées délirantes au premier plan et on a pu être un peu en difficulté, ou en tout cas, du coup, ça ne correspondait pas forcément aux besoins de la personne. Et puis avec l'idée de mieux sensibiliser du coup l'ensemble des professionnels aussi peut-être sur le programme. Alors, formation, sensibilisation. Donc là, on est dans l'attente du retour. Il y a des collègues qui ont fait des demandes de formation au programme pour pouvoir développer une équipe et puis faire tourner ce programme de façon récurrente. Parce qu'on a déjà une liste d'attente assez conséquente par rapport d'usagers qui souhaiteraient participer au programme. Du coup, éventuellement, développer aussi le lien avec les médecins traitants sur ce programme. Et puis, on retrouve sur le maintien de la dynamique la création du groupe, du coup. Un groupe de parole, ou alors de carrément se rapprocher du réseau Rêve France pour créer une antenne sur Cholet. Et merci de votre attention. Voilà, merci à vous. Merci pour ce partage. En fait, j'avais noté des questions, vous avez tout répondu, vous avez répondu dans votre avant-dernière slide sur le suivi, sur le lien avec aussi le réseau entendeur de voix de Rêve. Et vous disiez au départ que vous aviez quand même contacté le réseau entendeur de voix pour la mise en place du programme. Oui, tout à fait. Ouais, on a Eva qui est intervenue. Philippe l'avait contacté. Oui, j'avais contacté. C'est une étudiante, elle est en master de psycho et elle a été formée par Rêve France et c'est elle qui a ouvert l'antenne de Rêve sur Angers. Et donc, elle co-anime avec un patient partenaire le groupe d'Angers où ils se réunissent un samedi par mois. Et donc, elle était intervenue justement dans la session 6, parler de mes voix. Et elle avait donné un petit peu comment fonctionnait un groupe et tout. Et c'est vrai que le retour des usagers, c'était vraiment qu'eux, ils pensaient que c'était utile justement pour essayer de continuer cette dynamique et avoir un lieu d'expression en sachant que évidemment le groupe il est complètement ouvert. C'est une possibilité, mais c'est absolument pas une obligation. C'est quelque chose sur lequel nous on réfléchit. Comment on peut faire? Est-ce qu'on fait un groupe où on va juste initier les choses et après les usagers ils s'en emparent, on fournit juste nous peut-être un lieu, une salle et puis après ils s'organisent. Voilà. On est en train de voir ça un petit peu. Oui, et puis on en a parlé justement aux entretiens
post-groupe. Et l'idée, c'est de glisser l'idée et puis de voir aussi s'il y a des usagers qui se sentent de s'investir, de pouvoir porter ça aussi. Donc, ça va peut-être aussi infuser, cheminer. Ouais. Parce que moi, je pense que c'est intéressant que les deux soient un petit peu distincts aussi. Parce que bon, le programme Accept Voices, il est vraiment animé, co-animé par des professionnels. Et le groupe, ce serait bien qu'il soit, moi je pense, animé par des usagers et des gens qui sont directement concernés par le phénomène. Et Sans ça me forcément... fait penser, tout à l'heure, Marion évoquait, en tant que soignant, comment la majeure partie du temps, on aborde la question de l'entente de voix. Et vous, de co-animer ce programme, est-ce que ça a changé votre regard, votre pratique par rapport à l'entente de voix? Ouais, je pense que ça a un peu conforté ce que moi je pensais justement de l'entente de voix, où c'était pas quelque chose. Moi, j'avais pas une vision normative de l'entente de voix, à savoir que, bon, comme je suis pas magicien, effectivement, j'allais pas, mon ambition n'était pas du tout de les faire disparaître, mais simplement de permettre aux personnes qui vivent avec des hallucinations acoustico-verbales de les intégrer à leur fonctionnement pour qu'elles soient pas gênantes pour justement arriver à mener des projets et à vivre sans souffrir. C'est plutôt dans cette optique-là. Et c'est vrai que le programme m'a conforté un petit peu dans cette optique. Moi, je dirais un peu pareil sur le fait que ça conforte, parce que j'avais bénéficié d'une formation aussi sur la TCC en individuel. Donc, c'était relativement frais. Donc, voilà, là-dessus, ça m'a plutôt conforté parce que je trouve très riche dans le groupe, à la différence de l'individuel, c'est que ça permet de mettre les personnes en lien et du coup de créer aussi une dynamique de ressources, de soutien et qu'on n'a pas quand on est sur l'individuel. Enfin, plus compliqué, quoi. Ouais, Donc, la notion de groupe est importante, je pense, dans ce programme. Ouais. Je me demande. Non, Marion, tu voulais dire quelque chose? Non, non, ça va. Je te laisse. Léa, tu as parlé au départ de self-monitoring. Mm. Est-ce que tu peux préciser un peu plus ce que c'est? Alors, préciser un peu plus, oui. Enfin, oui, je sais pas. Je vais essayer. Alors, il y a deux hypothèses. Il y a Thomas Langlois qui m'écoute, je pense, et qui pourra me corriger si je dis des bêtises. Mais il y a deux hypothèses qui sont retenues majoritairement. L'hypothèse du coup productive, c'est-à-dire que donc on a ce défaut de self-monitoring. Le self-monitoring, c'est un processus qui permet au système auditif de filtrer, de faire la différence entre une voix qui est entre notre propre voix en fait et une voix qui serait la voix de quelqu'un d'autre. Et on a du coup sur cette hypothèse-là, ce serait ce self-monitoring-là, en fait, il fait défaut. Et il ne permet plus au système auditif de faire la distinction. Ce qui fait que, donc voilà. Et puis l'hypothèse, donc j'ai dit productive, l'hypothèse perceptive, ce serait un système auditif qui serait hyper activé. Et nous, dans l'atelier groupe, on présente l'hypothèse autour de la conscience de soi, donc le défaut de self-monitoring, qui fait que le monologue intérieur est interprété comme venant de l'extérieur. C'est plutôt un problème d'attribution. Ouais. Je ne sais pas si c'est plus plutôt clair. qu'un problème de perception. Oui, moi, ça m'a éclairé, mais comme je me demandais si c'était tout le monde a ces notions-là ou pas. C'est pour ça. Moi, j'ai pas d'autres questions. On n'en a pas. Dans le chat, il y avait une question sur la cartographie des sites soignants proposant Accept Voices en France. Il y a... Je pense que si vous mettez Accept Voices sur le site, sur le site, Thomas Langlois, je pense. Il y a une cartographie avec tous les gens qui sont formés et il y a une carte de France et voire même d'outre-mer puisqu'il y a des gens qui sont formés en Guadeloupe, me semble-t-il, ou Martinique, un des deux, je ne sais plus lesquels. Et donc il y a tous ces renseignements-là directement sur le site. Philippe, je vais te demander de faire le lien avec Thomas Langlois puisque c'est toi qui l'as sollicité, hein, donc pour faire la transition. Oui. Alors, Thomas Langlois est docteur en psychologie, mais je pense qu'il va se présenter mieux que moi par rapport à ça. Moi, je l'ai rencontré lors de ma propre formation au programme Accept Voices, que j'ai fait une session à Nantes.
Et voilà. Et donc, on a fait aussi des supervisions, une supervision avec lui après le premier programme pour voir justement, ça nous a vraiment permis de nous éclairer pas mal sur la pratique et l'expérience de la première session. Voilà. Et après, en ce qui concerne la genèse, je pense, du programme, il sera beaucoup mieux placé que moi pour vous en parler. Et je pense que c'est ce qu'il va faire maintenant. Bien, bienvenue Thomas. On te laisse la parole pour présenter la genèse. Donc c'est pour un. Peut-être que des personnes vont se dire c'est dommage de faire la genèse après la présentation du retour d'expérience, mais c'est un problème d'agenda qui fait que c'est comme ça. Ouais, Donc ouais, merci Thomas de t'être rendu disponible. ouais, avec plaisir et merci beaucoup pour votre accueil. Désolé, j'ai vraiment pas pu venir au début et j'aurais aimé faire l'inverse, mais comme j'étais sur une intervention, je me suis arrangé pour terminer plus tôt et puis bah, pouvoir au moins participer avec vous à cette rencontre. Donc, Juste avant, excuse-moi de te couper, est-ce que Philippe, tu peux arrêter le partage d'écran, s'il te plaît? Alors en fait, Là, Ah ok, arrêtez le voilà, je partage. voyais pas le petit... Voilà, on est bon. C'est bon, merci. super. Alors du coup, j'ai prévu une petite présentation, un petit support, hein, comme ça va permettre de reprendre tout et puis peut-être, je ne sais pas après comment vous voulez faire, avoir des échanges autour de ce support et puis sûrement sur d'autres choses que vous avez abordées concernant l'entente de voix, le programme. Euh, du coup, si vous voulez, je peux partager, voilà, ici, ma présentation. Voilà, ici comme ça. Est-ce que vous la voyez? Très bien, ouais, on la voit. Super. Super, super. Du coup, je vais me mettre en plein écran comme ça, puis j'ouvrirai en même temps. Ouais, c'est génial. Voilà, bah, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de vous présenter le programme. Alors, j'entends, en fait, avec beaucoup de joie hein, que finalement, c'est dans vos échanges, je suis arrivé un peu à la fin, donc j'ai pas tous les éléments, mais que c'est un programme aujourd'hui qui est pratiqué, et qui a beaucoup de retentissement dans les pratiques en santé mentale, dans le rétablissement, la réhabilitation. Et c'est vraiment une grande joie pour moi de voir ça parce que je m'attendais vraiment pas quand on a créé le programme il y a une dizaine d'années de ça à ce qu'il y ait autant d'impact dans les pratiques soignantes. Je savais que ça répondait à des besoins évidents pour les pratiques et puis surtout pour les personnes qui entendent des voix en santé mentale, mais j'imaginais pas que ça irait si loin. Alors, je vais vous présenter donc le programme Accès Voices. Moi, je vais me présenter rapidement pour que on se connaisse tous. Donc, je suis Thomas Langlois, je suis psychologue, docteur en psychologie et donc moi, à la base, je viens de la psychiatrie adulte. Euh, je viens de Toulouse, je vis à Narbonne, mais je viens principalement de Toulouse dans ma pratique professionnelle, puisque je suis issu de la psychiatrie adulte, où j'ai travaillé pendant presque 20 ans en psychiatrie adulte en centre hospitalier, au centre hospitalier Gérard Marchand. Et depuis plusieurs années maintenant, donc j'ai fait un travail de doctorat sur le programme Accès Voices pour en voir un peu les finalités, les processus, et puis évaluer sa faisabilité, son efficacité. Et aujourd'hui, donc, je suis détaché de ma fonction hospitalière pour être essentiellement formateur indépendant où je fais beaucoup d'interventions et je forme beaucoup d'équipes au programme Access Voices, plus d'autres interventions. Et puis, je fais aussi beaucoup de supervision maintenant. J'ai toute une petite activité clinique maintenant de patients que je vois en visio et entendre des voix. Je fais exclusivement ça pour le moment. Donc là, je vais vous présenter le programme Accès Voices que vous avez dû présenter, j'imagine, vu les échanges que vous avez eus. Et puis, bien sûr, ça parle des hallucinations. Donc, on va juste rappeler les hallucinations, comment on peut les définir hein, sur le plan aujourd'hui théorique et sur le plan de ce qu'on peut trouver dans les manuels. Hein, des perceptions ou des sensations éprouvées en l'absence de stimulation interne ou externe, de perceptions sans objet, et puis de sensations élémentaires sans contenu symbolique, comme d'être touché sur le corps, des visions d'objets, percevoir des odeurs, et puis bien sûr entendre des bruits, voire du langage, ce qu'on appelle l'entente de voix, avec différentes terminologies, parce qu'on va avoir dans la clinique européenne, on va avoir hallucination acoustico-verbale, dans les cliniques nord-américaines, on va avoir hallucination auditive, où ça regroupe tout.
les bruits, les voix, etc. Nous, on va rester sur l'expérience, entente de voix, puisque c'est quand même quelque chose qui fait écho à l'expérience des patients, et c'est souvent comme ça qu'elle a été décrite. Euh, Pourquoi on s'intéresse, et nous on s'est intéressé initialement avant de créer le programme Access Voices aux hallucinations auditives, c'est pour plusieurs raisons. C'est parce que dans la pratique en santé mentale, il y avait un gros problème avec les troubles mentaux difficiles, impactants, lourds, et les hallucinations auditives, parce que malgré les traitements, il y a une persistance des phénomènes hallucinatoires qui est importante. Et ça pose souci. Ça pose souci pour différentes raisons, parce que ça va participer aux comorbidités dépressives, anxieuses, et puis ça peut aussi amener un tiers de ces personnes à passer à l'acte suicidaire. Donc c'est quand même quelque chose de grave. Et hormis les traitements, je vous dis ça il y a 10 ans de ça maintenant, hein, dans la pratique courante, il y avait vraiment rien du tout pour pouvoir, sur le plan non médicamenteux, essayer d'aider ou d'apporter une aide pour les patients. Donc là, on est vraiment dans le secteur hospitalier, à essayer de comprendre et de mieux gérer leurs hallucinations auditives. Et donc, effectivement, l'idée, c'était d'essayer d'envisager de nouvelles réponses pour essayer de pallier ce problème. Et donc, le programme Accès Voices est né dans ce constat et dans cette nécessité aujourd'hui d'apporter une réponse dans l'accompagnement et les prises en charge de ces personnes pour aller au-delà des médicaments. Et ça s'est un fait un peu de manière concomitante avec aussi euh, l'apparition, hein, bien sûr, des entendeurs de voix dans un contexte, on va dire, social, de psychiatrie sociale, ou alors d'évolution des pratiques qui nécessitaient de commencer à envisager des réponses autres que les médicaments. D'autant plus que les thérapeutiques, pour les voir, dans cette même période, effectivement, hormis les traitements médicamenteux, il y avait peu de choses, même si de nouveaux dispositifs, hein, comme les RTMS, par exemple, c'est la résonance magnétique transcrânienne, donc des dispositifs qui permettent de moduler l'activité électromagnétique de certaines zones au niveau cérébral, pouvaient offrir des perspectives intéressantes. Sur le plan médicamenteux, il n'y avait que peu de réponses. Et au niveau non médicamenteux, on commençait à avoir des choses, très peu en France, malheureusement, comme c'est souvent le cas. Mais on commençait à avoir des thérapeutiques qui montraient des premiers résultats, des premiers bénéfices pour les thérapies concernant les hallucinations auditives, les voix des patients. Alors, il y a eu et puis il y a encore aujourd'hui des travaux qui sont faits par exemple sur la thérapie par avatar, où on reproduit un avatar par un système informatique et puis on aide le patient à se confronter, à s'exposer, voire à s'affirmer vis-à-vis de ses voix. Et puis, on a les TCC qui aussi montraient des premiers résultats encourageants et intéressants avec les premières et deuxièmes vagues où, en modifiant ses comportements quand les voix apparaissent, on arrive à générer de l'exposition vis-à-vis des émotions qui sont associées ou des changements d'habitude pour aider les patients à faire autrement et aussi de travailler sur les croyances en rapport avec les voix, ce qui pouvait leur permettre finalement de remettre en question certaines prédictions, certaines croyances qui pouvaient maintenir la détresse chez les personnes. On a eu ensuite la troisième vague, ce qu'on appelait la troisième vague des TCC, qui est plus un changement d'attitude finalement vis-à-vis des expériences cognitives et émotionnelles qu'on peut avoir. Donc des attitudes psychologiques, c'est-à-dire comment je réagis moi quand la voix me parle, comment je réagis sur le plan de sa présence, de pouvoir à un moment donné accepter, accueillir sa présence sans nécessairement la rejeter, puisque on s'est rendu compte que ça pouvait être des facteurs de maintien aussi de la détresse. Et donc, la troisième vague, avec les approches dites de pleine conscience et d'acceptation, ont pris leur sens à ce moment-là pour les troubles psychotiques et bien sûr pour les hallucinations auditives. Donc aujourd'hui, on a quand même une multitude hein, d'approches, de programmes qui se développent, de thérapeutiques avec de plus en plus de données, ce qui est quand même une sacrée évolution parce qu'on est parti vraiment de presque zéro à aujourd'hui, en l'espace de 15 ans maintenant, beaucoup, beaucoup d'améliorations. Euh,
Du coup, euh, pour les voix, aujourd'hui, on sait que si on est sur des approches type TCC, qui font partie des approches recommandées, on va avoir les approches dites individuelles, donc centrées sur les modifications de comportement, sur des techniques d'affirmation de soi avec la voix. Alors, on a tout le courant qui s'est développé ces derniers temps avec les releasing therapy, la thérapie par la relation avec la voix, apprendre à s'exposer à la voix, mais on peut aussi modifier les comportements qui sont en lien avec les voix et qui impactent la détresse du patient. Ça peut être des exemples qu'on peut avoir. Il y a encore d'autres approches. Et on a aussi des approches groupales qui sont aussi mises en avant pour les troubles psychotiques et bien sûr aujourd'hui pour les voix parce que j'entendais un petit peu, là je suis arrivé en fin de course, désolé, hein, mais c'est vrai que l'approche groupale et le groupe en règle générale apporte une dimension avec ces approches type TCC qui est quand même extrêmement intéressante sur la base du partage, de l'identification, de la normalisation de l'expérience, qui est quand même assez incroyable et qui permet même, selon moi, hein, et puis selon aussi certaines données, de potentialiser certaines interventions lorsqu'on partage son expérience en groupe. Il y a pas mal d'auteurs qui l'ont mis en évidence et ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, pour les voix, il y a pas mal de choses quand même. Et ça, c'est dans les pratiques soignantes très, très encourageant et très chouette. Mais le problème, c'est que c'est peu développé encore dans les pratiques. Donc, c'est vrai, comme les TCC, même si pour moi les TCC c'est une super approche, on ne peut pas avoir non plus tous les résultats avec une TCC et une amélioration de tout, mais c'est quand même des pratiques qui sont reconnues comme efficaces. Même les TCC, elles ne sont pas encore assez développées dans les pratiques soignantes. Et donc, toutes ces approches spécifiques pour les voir, il n'y en a pas beaucoup dans les pratiques soignantes encore, à mon sens. Et puis, de manière générale, c'est toujours à chaque fois une découverte pour les soignants de voir qu'il existe des choses. Alors, le programme Accès Voices, il est né un peu de tous ces constats, c'est-à-dire que on s'est rendu compte que il était nécessaire d'essayer d'offrir une réponse à la fois aux usagers de la santé mentale, et aussi de pouvoir faire évoluer les pratiques. Et l'idée, c'était d'offrir une intervention basée sur des données, hein, parce que effectivement, on pouvait partir sur un groupe de parole un peu à l'image, mais vous voyez, des entendeurs de voix, par exemple, mais dans un cadre sanitaire, par exemple. Mais ce n'était pas forcément ce qu'on recherchait, parce que ce qu'on voulait, c'était offrir une réponse sur la base de données scientifiques, avec des données qui montraient que telle ou telle approche avait vraiment une efficacité si on travaillait les voix de cette manière-là. Et là, la littérature nous montrait à l'époque que les TCC, c'était ce qui était les plus recommandés aujourd'hui pour les troubles psychotiques, avec tous les travaux, notamment par exemple de Tania Lecomte, qui sont assez représentatifs hein, de cette évolution. Et on s'est rendu compte aussi que la TCC de groupe pouvait offrir des bénéfices supérieurs lorsque on intervenait avec cette approche-là. Parallèlement à ça, on a vu aussi que la phénoménologie, pour améliorer la compréhension de l'expérience subjective, décrire, amener individuellement les personnes à parler de leur expérience, à la décrire, à la comprendre, était une chose qui pouvait aider à intégrer finalement un peu mieux l'expérience. Et puis, il y a toutes les approches psychoéducatives aussi qui sont arrivées dans les pratiques et qui ont donné aussi de l'intérêt sur les troubles psychotiques pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passait. Ça permettait de mieux intégrer et de potentiellement après développer des autorégulations ou des habiletés à mieux gérer les difficultés, notamment en lien avec les expériences psychotiques. Et puis, il y a eu la troisième vague avec des nouvelles modalités, c'est-à-dire que plutôt que de changer un comportement ou une pensée, eh bien, on peut essayer de faire en sorte que on apprenne à vivre avec ce comportement ou cette pensée ou cette émotion ou cette manifestation, cette expérience, et récupérer finalement plus de ressources plutôt que de lutter contre, en fait. C'est ça l'idée. Donc, la troisième vague des TCC semblait être intéressante pour ça aussi. Sur cette base de données scientifiques, on a monté le programme Access Voices à l'époque, donc sur Toulouse, hein, puisque l'origine de ce programme, c'est dans la pratique courante sur l'hôpital Marchand à l'époque. Et on a envisagé donc un programme qui allait essayer de répondre le plus possible aux besoins des patients,
aux besoins des personnes qui ont des voix dans le cadre sanitaire, avec les pratiques actuelles et les connaissances actuelles, pour essayer d'offrir une réponse la plus adaptée et précise possible, qui correspondait aussi aux pratiques de l'époque. Alors, quand je parle de pratiques, c'est, vous voyez, des pratiques qui sont souvent diluées dans des réseaux qui sont pas toujours clairs, ou alors des patients qui vont, qui viennent, des fois des moyens aussi qui sont parfois limités. Donc, d'offrir un programme avec une certaine facilité d'accès, que ce soit pour les patients et aussi pour les soignants qui puissent bénéficier des compétences lors de formation à cette approche et la mettre en œuvre. Donc, c'est un programme groupal qui va amener les patients dans un cadre sécure. Ça, c'est important de le dire, de décrire leur expérience avec des exercices, avec des techniques qu'on va utiliser pour les laisser décrire ce qui se passe et aussi répondre à leurs questions sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les voies, quelles sont les connaissances actuelles, quelles sont les réponses qu'on n'a pas aussi, parce que ça, c'est important pas être sur cette position haute que certaines approches d'éducation thérapeutique ont pu avoir pendant un certain temps, mais d'être sur une position basse plutôt avec une co-construction. Et puis bien sûr, d'intégrer ces fameux principes d'accueil, d'acceptation, qui sont vraiment, selon nous, des approches qui sont nobles au sens où on ne va pas chercher à forcer les choses ou aller dans une direction. On va chercher à comprendre comment ça marche. Et puis après, une fois qu'on a compris comment ça marche, maintenant que c'est là, comment on fait? Tout en renforçant quand même le coping, parce qu'on sait que le coping, c'est quand même l'une des interventions aujourd'hui les plus prisées pour pouvoir aider les patients qui ont des voix à trouver des stratégies à faire face, à gérer différemment leur voix par des techniques, des stratégies, et retrouver de la confiance en soi et puis de l'efficacité, hein. Tout ça dans une alliance bienveillante qui sortait des habitudes soignantes qu'on avait, qui consistaient à tout de suite plaquer un nom de symptôme, une étiquette, et rejeter l'idée qu'à un moment donné, quelqu'un pouvait faire une attribution différente d'une voix qu'il entendait, autre qu'une explication psychiatrique. Par exemple, que ça pouvait être à un moment donné les éléments qui lui parlaient, euh, ou il se serait fait peut-être barrer à ce moment-là par des attitudes bienveillantes, soignantes, certes, mais quand même en opposition au système de croyance de l'individu. Donc, dans cette intervention, l'idée, c'était de permettre à chacun de pouvoir décrire son expérience et de dire ce qu'il en pensait, et puis de partager son système de croyance, parce que c'est le sien, et que c'était, à notre sens, le plus bénéfique pour chacun d'entre nous, de comprendre comment la personne s'organisait et pensait les choses, et quelle explication à lui donner pour l'aider à trouver des solutions. Concrètement, le programme Access Voices, c'est 6 séances. 6 séances, c'est à chaque fois, je fais la petite blague quand j'accompagne les équipes ou quand je les forme. C'est bien peu et c'est beaucoup. Et c'est beaucoup et c'est bien peu, comme disait la chanson pour ceux qui ont la référence. Mais en même temps, ça nous semblait juste pour pouvoir assez rapidement proposer sur un temps assez court, au regard des éléments de littérature, avec un minimum d'efficacité. 6 séances, c'est le minimum qu'on puisse voir si on regarde les études d'efficacité, pour aider les patients à mieux comprendre, partager leur expérience, l'intégrer plus facilement et développer d'autres stratégies pour pouvoir y faire face. Alors que ce soit des stratégies comportementales de modification de comportement, mais aussi de changer de système de croyance et puis de positionnement vis-à-vis des voix, et aussi d'accueillir l'expérience qui est souvent mise à distance et rejetée, qui, comme je le répète encore, un facteur de maintien le plus souvent de la détresse. Et puis de pouvoir après s'orienter vers l'extérieur pour avoir un maximum de visibilité de ressources possibles si j'ai besoin, moi, d'aller plus loin pour parler de mes voix. Donc on va faire référence après au réseau bien sûr professionnel, hein, parce qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent, des compétences nouvelles, et puis il y a des choses qui se font pour les voix. Mais bien sûr aussi de mettre en évidence les groupes d'entendeurs de voix pour les personnes qui souhaitent y accéder, de rendre les choses visibles par rapport à ça. Donc précédé et ensuite suivi d'une période d'évaluation qui est très importante pour que on fixe rapidement avec les patients euh, des objectifs qu'ils ont concernant leur voix et qu'on essaie individuellement dans le groupe de pouvoir répondre, individualiser en fait nos réponses tout en étant sur une approche groupale qui va créer une certaine dynamique.
Alors, aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs années que c'est en place. Il y a beaucoup d'interventions, de demandes de ce programme en termes de formation. Donc, c'est moi qui m'occupe de ça depuis plusieurs années parce que j'ai fait le choix de le faire par conviction, par militantisme et puis aussi par plaisir à le faire. C'est aujourd'hui des centaines de soignants qui sont formés. Euh, c'est pour ça que c'est quand même un super retentissement d'entendre effectivement après le programme qui est comme ça dans les pratiques soignantes, parce que j'ai de plus en plus de demandes de formation pour cette intervention. Et parce qu'il y a aussi, et je m'en suis rendu compte, alors ça c'est très personnel, c'est une expérience très personnelle, mais en rencontrant les équipes, il y a des équipes qui ont parlé du programme, qui ont amené les autres professionnels à aller absolument se former à ce programme. Pourquoi? Parce qu'il y a des vrais bénéfices qui sont perçus dans les pratiques soignantes de manière générale pour les patients, pour les usagers, avec des retours dans l'ensemble qui sont vraiment favorables et qui sont très très encourageants et qui donnent envie aux soignants finalement de se munir de compétences nouvelles pour pouvoir explorer les voies, pour pouvoir aborder les voies des personnes qui les accompagnent et de les aider à trouver des solutions avec des outils spécifiques. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui est vraiment très, très encourageant. Et c'est des centaines de patients qui aujourd'hui bénéficient de ça. Donc, vous voyez, euh, l'intérêt du programme, c'est que ces 6 séances-là, on le développe, on le déploie et ça donne des réponses. Alors peut-être que ce sont des réponses à un premier niveau, mais en tout cas, c'est des réponses déjà qui existent dans les pratiques soignantes aujourd'hui pour ces patients-là. Et ça, c'est vraiment une grande, grande, grande satisfaction. Euh, Aujourd'hui, c'est clairement une évolution des pratiques soignantes aussi, ce type de programme, parce que moi qui forme beaucoup les gens, je me rends compte aussi que suite à 3 jours de formation, parce que c'est 3 jours de formation pour le moment, je vois des soignants qui me disent, mais en fait, ça change complètement notre vision des choses et la façon dont on aborde les troubles psychotiques ou les troubles et les voies des patients. Ça me remue, ça m'amène à prendre du recul, ça m'amène même des fois à me dire, j'ai mal fait. Mais aujourd'hui, je sais que je peux bien faire. Et donc, ça, c'est vraiment un impact fort dans l'évolution des pratiques soignantes. Et puis, qui est cohérente, vous voyez, cette évolution avec les approches centrées sur le rétablissement et la réhabilitation. On va mobiliser les ressources de la personne avec des outils, des connaissances pour l'aider à s'autoréguler, à retrouver du pouvoir d'agir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à noter. Après, c'est un outil qui s'implante clairement aujourd'hui dans les pratiques soignantes parce qu'il est facile à mettre en œuvre, il est bien accepté, et puis il est en lien avec d'autres approches, c'est-à-dire qu'il crée des ponts. C'est vraiment la- l'ambition aussi de ce programme à la base, c'était celui-ci, c'était de pouvoir à un moment donné créer des passerelles pour permettre à ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont besoin encore d'aller plus loin, ou de recréer de l'espoir et de dire il y a des choses qui existent et voilà ce que vous pouvez faire. Donc, ça peut amener des participants à évoluer vers des entendeurs de voix s'ils le veulent. Parfois, on a aussi des entendeurs de voix qui viennent faire du accès accessible parce qu'ils ont besoin aussi de quelque chose en plus ou de différent. Et puis, ça va permettre aussi à des personnes qui ont eu le programme d'aller chercher parfois des techniques TCC ou des approches TCC sur des problématiques qu'ils ont comprises ou ils ont compris qu'il existait des choses pour pouvoir aller plus loin quand c'est nécessaire. Et ça peut même parfois amener certaines personnes aussi à aller plus loin sur la question du psychotrauma, puisque on va bien sûr aborder les différentes hypothèses et explications possibles. Tout à l'heure, j'entendais l'hypothèse du self-monitoring. C'est l'une des théories qu'on aborde à un moment donné dans le programme, mais il n'y a pas que celle-là. Et puis, il y a plein d'autres explications. L'idée, c'est d'expliquer qu'il y a différentes explications possibles sur les voies et qu'il y a différentes manières de pouvoir les expliquer et puis surtout de trouver des solutions. L'essentiel, c'est que ça parle à la personne qui a envie à un moment donné de trouver des solutions et de s'engager dans le soin. Et puis après, pour les soignants, bah, aujourd'hui, c'est des demandes de supervision. Donc, je remercie Philippe d'en avoir parlé. Et c'est vrai que ça permet de faire un retour sur expérience
pour pouvoir déjà voir le programme, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a été difficile, etc. Et essayer de faire évoluer les pratiques par rapport à ça, d'aller plus loin, ou alors sur des cas spécifiques. Et puis aussi de nourrir les temps d'échange par de nouvelles données, par des éléments de compréhension en plus, puisque le programme, il a cette vertu-là aussi d'intégrer au fur et à mesure de nouvelles données, donc de nouvelles explications, pour pouvoir permettre aux soignants de pouvoir renforcer leurs connaissances et leurs compétences d'interaction et de diffusion de connaissances auprès des personnes. Voilà. Et puis ça a des intérêts pour le rétablissement et la réhabilitation en santé mentale et en psychiatrie aujourd'hui, puisque je le vois de plus en plus, c'est le programme qui est un programme très sollicité et qui participe, à mon sens, à aider les patients à retrouver du pouvoir d'agir dans leur chemin de rétablissement. Concrètement, la carte n'est pas à jour. Donc, effectivement, c'était évoqué tout à l'heure. J'ai mis en place sur mon site internet www.thomaslanglois.com une carte interactive avec un onglet Access Voices avec toutes les explications concernant le programme pour répondre en fait aux usagers ou aux familles d'usagers qui m'ont contacté à plusieurs reprises pour me demander mais où est-ce qu'on peut trouver Access Voices parce que donc il y a eu des publications bien sûr dans des publications scientifiques, il y a eu des publications aussi sur des journées, sur des revues, pardon, plus généralistes. Et effectivement, on voit qu'il y a des personnes qui sont à la recherche de solutions par rapport à ça, mais qui n'ont pas de visibilité sur les ressources existantes. Donc là, sur le site, effectivement, il y a une carte interactive qui permet aujourd'hui de repérer en fait facilement les équipes et les professionnels, donc qui sont volontaires, hein, qui veulent bien mettre leur nom sur l'annuaire, pour pouvoir trouver le plus proche de chez eux un professionnel ou des professionnels ou une équipe qui utilise le programme de manière à pouvoir rapidement prendre contact avec eux. Et donc là, c'est une carte qui n'est pas mise à jour. C'est vrai que j'ai un peu de retard par rapport à ça. Mais il faut multiplier le nombre de points rouges aujourd'hui par 1,5, voire limite 2. Donc il y en a vraiment beaucoup plus, avec un nombre de soignants grandissant qui s'est formé à ce programme. Et puis on a aussi donc des pays francophones, il y a le Luxembourg, la Suisse qui s'est doté de ce programme, des pays du Maghreb aussi, Alger, et euh, donc bien sûr on a les DOM-TOM, La Réunion, Martinique, Guadeloupe aussi. Donc c'est vraiment un programme qui s'implante énormément et les patients peuvent trouver facilement la référence sur cette carte-là, ou alors les soignants eux-mêmes peuvent aller sur cette carte et après être redirigés vers les équipes. Voilà, donc concrètement, aujourd'hui pour les voix, je pense que vous en avez sûrement parlé et je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu participer aux échanges. Ça me frustre beaucoup, mais je ne pouvais pas faire autrement encore, désolé. Mais on sait qu'il y a de multiples approches thérapeutiques et modes d'intervention pour les voix. Ah, les approches de groupe semblent montrer des bénéfices alors supérieurs, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, pour certains patients, ça aide beaucoup, vous voyez, de partager son expérience. Et sur cette base-là, effectivement, ça peut permettre après plus facilement d'envisager avec une approche TCC un accompagnement euh, de modifier certaines choses et puis de tenter des expériences, parce que c'est ça surtout qui est important. Et puis, Access Voices rentre dans ce cadre-là de groupe TCC, d'une intervention thérapeutique parmi tant d'autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont développés, euh, et qui a une utilité à la fois pour les prises en charge classiques, mais aussi bien sûr pour travailler sur le rétablissement et la santé mentale des personnes qui ont des troubles à ce niveau. De plus en plus, on va intégrer, et les personnes qui le pratiquent intègrent des personnes qui ont des troubles psychotiques comme les voix, qui ne sont pas nécessairement euh, associés ou étiquetés schizophrénie, hein. Même si nous, l'étude qu'on avait faite, c'était sur la schizophrénie, on sait qu'aujourd'hui, ce programme, il peut aussi bénéficier aux personnes qui ont des troubles bipolaires avec des phénomènes hallucinatoires, des troubles PTSD ou des personnes avec des troubles borderline qui vivent aussi l'expérience de voix pour avoir des réponses, échanger, se sentir moins seul par rapport à ça et avoir de l'espoir d'améliorer leur situation. Voilà, donc Euh, on en... par- Juste, Oui, Thomas, j'ai une question oui. sur le fait, ouais, effectivement, que ça puisse être accessible qu'à d'autres personnes qui vivent avec un trouble psychotique.
est-ce que c'est plutôt préconisé de proposer de façon transnosographique ou en fonction des troubles? Ouais. Alors ça, c'est une bonne question. Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que nous, le programme, initialement dans les études qu'on a menées, on l'a évalué sur une population clairement définie avec un diagnostic, avec des critères diagnostiques. Donc, c'était les personnes avec schizophrénie ou troubles schizoaffectifs. Donc, ce travail d'étude qu'on a fait là, il a été fait en collaboration avec le Canada et c'est vrai que c'était ma co-directrice de thèse, Tania Lecomte, la professeure Tania Lecomte, qui me disait, mais en fait, ton programme, on pourrait très bien l'envisager aussi pour d'autres personnes qui ont des troubles psychotiques qui ne sont pas nécessairement avec une schizophrénie et on pourrait envisager ça comme quelque chose de transnosographique finalement, puisqu'on on parle de l'expérience en elle-même. On va de temps en temps aller chercher des modèles qui sont cohérents avec la littérature sur troubles psychotiques de type schizophrénie, mais l'idée c'est quoi? C'est à un moment donné de comprendre ce qui se passe et puis à un moment donné de trouver des solutions et puis après d'essayer d'y faire face pour améliorer et diminuer la détresse des personnes. Donc oui, on pourrait l'envisager comme ça. Je te laisse finir. Vas-y. Non, mais j'ai fini. En fait, si vous avez des questions, voilà, vous n'hésitez pas. Pour les formations, pour l'instant, c'est encore comme ça que ça se passe. Vous me contactez et puis je vois après comment je peux répondre aux besoins de formation. Et puis, si vous voulez, après, si vous êtes une équipe qui est formée au programme, parce qu'on s'est déjà vu, il y a 3 jours de formation, il y a un programme, il y a un livret, il y a quand même des choses. Euh, qui sont importantes, vous n'hésitez pas à me dire, ben voilà, moi j'aimerais faire partie de l'annuaire sur la carte pour que ce soit visible. Et puis je le fais, il n'y a aucun souci. Puis ça permettra bien sûr aux usagers, aux patients qui sont proches de chez vous d'y accéder s'ils se renseignent d'une manière ou d'une autre, ce qui arrive assez fréquemment. Voilà, je vous remercie de votre attention. Puis, Tu disais tout à l'heure, la formation, c'est 3 jours ouais, actuellement. oui. Il y a un projet qu'elle évolue en termes de nombre de jours ou... Alors, oui, il y a un projet, là, je suis en train de travailler dessus. Il y a sûrement le fait qu'il y a un e-learning qui se mette en place pour diminuer le temps de présentiel et être beaucoup plus sur le e-learning où il y a toute la partie, tout le bloc théorique qui va être enrichi de données actualisées, de nouveaux modèles et puis donc de concepts théoriques et on serait sur 2 jours de présentiel où on est vraiment sur le programme avec les mises en situation, les exercices, tout l'apprentissage nécessaire à la mise en place et la gestion du groupe et notamment d'être sensibilisé aux approches TCC qui y sont développées. Ok, très bien. Je vois l'heure, donc il va falloir qu'on s'arrête. Et puis merci à tous. Et puis on vous rappelle que les prochains goûters de la Réhab auront lieu le 1er décembre. Et que si vous voulez voir en replay les différents goûters de la Réhab, allez sur la chaîne YouTube du Crepsy Pays de la Loire. Je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce goûter de la Réhab. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Au revoir, merci à tous. Au revoir.